As-tu déjà pensé à l'impact que tu as sur la confiance et la résilience de ton enfant? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet qui m'a été beaucoup demandé et ça tombe bien parce qu'il me tient particulièrement à cœur. Il s'agit donc de répondre à la question comment bâtir la confiance et la résilience chez les enfants. Que ce soit dans le contexte de ton rôle de parent ou peut-être même de grand frère ou grande sœur, ou en tant que professionnel de la petite enfance ou que simple adulte, si je puis dire, amené à évoluer auprès d'enfants, les outils que je vais te partager aujourd'hui vont t'aider à poser des bases super solides pour que les enfants sous ta responsabilité puissent grandir en étant confiants et capables de faire face aux défis qu'ils vont rencontrer dans leur vie. La confiance et la résilience ne sont pas des qualités innées, elles se cultivent, se renforcent et dépendent énormément de l'environnement dans lequel l'enfant évolue. Et dans un monde qui bouge à une vitesse folle, il est plus important que jamais, à mon sens, d'équiper nos enfants avec ces compétences absolument essentielles. Donc, si tu es prête à découvrir comment est-ce que tu peux jouer un rôle clé dans ce processus, eh bien, je t'invite à inspirer profondément, à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans cet épisode qui va te donner des clés pour nourrir la confiance et la résilience chez les enfants. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Pour commencer notre exploration, nous devons poser les bases d'une compétence essentielle qui servira de fondation à tout le reste, c'est la confiance. La confiance en soi chez un enfant est comme les fondations d'une maison. Si ces fondations sont solides, la maison peut résister à bien des tempêtes. Mais si elles sont fragiles ou friables, eh bien la maison risque de vaciller au moindre coup de vent. Cette confiance se construit dès les premiers moments de la vie, à travers des interactions qui peuvent sembler extrêmement banales pour nous adultes, mais qui sont en réalité cruciales pour le développement psychologique de l'enfant. Pour comprendre la manière dont la confiance se développe chez l'enfant, il est essentiel d'évoquer la théorie de l'attachement développée par le psychologue John Bowlby. Selon cette théorie, l'attachement est un lien affectif profond qui unit l'enfant à ses parents le plus souvent ou à ses principaux soignants, qu'on va appeler des caregivers. Et ce lien est le socle sur lequel se construit la confiance de l'enfant en lui-même, en les autres et en son environnement. Et donc, dès les premiers mois de la vie, un bébé cherche naturellement à se connecter avec ses parents ou ses soignants pour obtenir sécurité, confort et réconfort. Lorsque ses besoins émotionnels et physiques sont satisfaits de manière cohérente et prévisible, l'enfant développe un attachement qu'on va appeler sécurisé. Ce type d'attachement permet à l'enfant de se sentir en sécurité dans le monde, sachant qu'il peut explorer son environnement tout en étant assuré qu'il retrouvera toujours un soutien inconditionnel en cas de besoin. C'est cette sécurité de base qui nourrit la confiance en soi. Je te donne un exemple. Un bébé qui pleure parce qu'il a faim et qui reçoit une réponse rapide et réconfortante de son parent apprend que ses besoins seront pris en charge. Cette répétition d'interactions positives construit une confiance fondamentale en l'autre. Il se dit, quelque part, je peux faire confiance à ceux qui m'entourent pour répondre à mes besoins. Et à mesure que cet enfant grandit, eh bien, cette confiance se transforme en une confiance en lui-même, car il sait qu'il est digne d'attention et de soins. Au contraire, un enfant dont les besoins ne sont pas suffisamment satisfaits peut développer un attachement, tu l'auras compris, insécurisé. Et dans ce cas, eh bien, la confiance en soi et en les autres peut être fragilisée. Cet enfant peut avoir plus de difficultés à explorer le monde avec assurance ou à se fier aux autres pour obtenir du soutien, ce qui peut avoir des répercussions sur sa capacité à nouer des relations saines et à se sentir en sécurité en grandissant. Je pense que tu t'en doutes, mais la construction de la confiance chez l'enfant ne s'arrête évidemment pas aux premières années de vie. Ces premières années sont indispensables, cruciales, mais ça ne s'arrête pas là. Elles continuent à se renforcer tout au long de l'enfance et même tout au long de la vie,
à mesure que l'enfant interagit avec le monde et avec les autres. Et pour que cette confiance se développe de manière saine, il est essentiel de créer un environnement où l'enfant se sent en sécurité, soutenu et valorisé. Et cela commence par des gestes simples du quotidien. Par exemple, offrir un cadre de vie structuré, avec des routines prévisibles. Et bien ça aide l'enfant à se sentir en sécurité. Savoir que les repas, le coucher ou les moments de jeu suivent un rythme régulier donne à l'enfant un sentiment de contrôle et de stabilité, ce qui est crucial pour renforcer sa confiance. Mais au-delà des routines, il est également important de valider les émotions de l'enfant et de lui offrir un espace où il peut s'exprimer librement sans crainte ni d'être jugé ni d'être rejeté. Par exemple, si ton enfant exprime de la peur face à une situation nouvelle, comme un premier jour d'école par exemple, eh bien l'accueillir avec empathie plutôt que de minimiser son ressenti est absolument essentiel. Dire quelque chose du type « je comprends que tu sois un peu nerveux, c'est normal de ressentir ça, est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble ?» montre à ton enfant que ses émotions sont valides et qu'il peut se tourner vers toi en cas de besoin. Et ce genre d'interaction renforce non seulement la confiance de l'enfant en toi, mais également en lui-même. Peut-être le sais-tu, mais en parallèle de mon activité de coaching, j'évolue également en crèche, donc auprès des tout-petits, et donc je suis au contact d'enfants qui explorent, qui testent leurs limites, qui font face à des situations nouvelles chaque jour, j'ai même envie de dire chaque instant. Et c'est là que la construction de la confiance commence. Les enfants développent leur confiance en fonction des réactions qu'ils reçoivent de leur entourage. Un simple « bravo, tu as réussi » peut faire des merveilles pour un enfant. Mais attention, parce qu'il ne s'agit pas de les féliciter pour tout et n'importe quoi. Ce qui compte, c'est de les encourager essentiellement, surtout, pour leurs efforts, pour leur persévérance, et pas uniquement pour les résultats. Petit coucou à l'éducation nationale. Je place ça là. Et il y a une notion fondamentale qu'on oublie parfois en tant qu'adulte, pris dans notre sérieux et nos responsabilités. Pour un enfant, tout est jeu. Le jeu, c'est son langage, c'est sa manière d'explorer le monde, de comprendre ce qui l'entoure et même de communiquer. C'est à travers le jeu que l'enfant teste ses capacités, fait face à des défis et développe des compétences sociales et cognitives essentielles. Si on interprète tout ce qu'il fait avec le sérieux de l'adulte, eh bien on risque de passer à côté d'un essentiel pour lui et il pourrait alors se sentir nié, voire même incompris. Prenons un nouvel exemple tout simple. Un enfant qui refuse de manger ses légumes à table, qui commence à faire semblant de les transformer en petites voitures qu'il pousse sur son assiette. Pour nous, les adultes, cela peut vite sembler du non-sens, voire même de l'insubordination. Et on pourrait facilement se dire, ou lui dire, arrête de jouer avec ta nourriture et mange tes légumes, pense aux petits Africains qui meurent de faim. On l'a tout entendu celle-là. Mais si tu prends un instant pour entrer dans son monde, pour jouer avec lui, en poussant doucement une voiture légumes, tout en lui disant quelque chose du type « Ouh, cette voiture verte doit avoir très faim après tout ce trajet, qu'en penses-tu ? Allons-y, mangeons ensemble !» Eh bien, tu te connectes à son langage. Et en entrant dans son jeu, tu valides son mode d'expression et tu crées une connexion, une vraie connexion. Ce simple geste peut non seulement désamorcer une situation potentiellement conflictuelle, mais aussi renforcer sa confiance en lui-même et en sa relation avec toi. Il se sent compris et respecté dans sa manière de voir le monde, ce qui est essentiel pour qu'il développe une confiance solide. Mais c'est pas tout, la confiance se développe également lorsque l'enfant est encouragé à prendre des initiatives et à exercer son autonomie. Cela ne signifie pas le laisser faire tout ce qu'il veut sans cadre, mais plutôt lui offrir des opportunités où il peut essayer, échouer et recommencer. Par exemple, laisser un enfant s'habiller seul, même si cela prend plus de temps ou si les vêtements ne sont pas assortis, lui donne un sentiment de contrôle sur sa vie et renforce sa confiance en ses capacités. Les petits succès dans ces tâches autonomes, comme réussir à attacher ses chaussures ou à préparer son sac pour l'école, nourrissent la confiance en soi de manière significative. C'est dans ces moments de prise d'initiative que l'enfant apprend qu'il est capable, qu'il peut faire face à des défis et qu'il est en contrôle de certaines parties de sa vie. Cette confiance en ses capacités personnelles est une fondation essentielle pour le développement de la résilience. Enfin, il est important de comprendre que la confiance en soi est le terreau dans lequel peut pousser la résilience. Un enfant qui se sent en sécurité, qui se sent compris et qui se sent capable d'agir sur son environnement est évidemment
plus apte à faire face aux défis de la vie avec courage et détermination. Il sait qu'il peut compter sur lui-même, qu'il peut apprendre de ses erreurs et qu'il trouvera toujours un soutien autour de lui en cas de besoin. Et en tant que parent, et même plus largement en tant qu'adulte, notre rôle est de créer cet environnement de confiance où l'enfant peut s'épanouir, explorer et grandir en toute sécurité. Et en cultivant cette confiance dès le plus jeune âge, tu poses les bases solides qui lui permettront de développer une résilience durable, une capacité à rebondir face aux difficultés et une assurance profonde en ses propres capacités. La confiance étant maintenant bien établie, je te propose d'explorer un autre pilier essentiel, les valeurs. Car c'est en vivant selon ces valeurs les plus élevées que l'enfant développera non seulement sa confiance, mais aussi une résilience qui lui permettra de naviguer les défis de la vie avec assurance et détermination. Chaque enfant, comme chaque personne d'ailleurs, a une hiérarchie de valeurs unique. Et c'est en vivant selon ces valeurs qu'il développe sa confiance et sa résilience. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est exactement cette hiérarchie de valeurs et comment se façonne-t-elle chez l'enfant ? La hiérarchie de valeurs d'un enfant se construit principalement à partir de ses expériences, de ses environnements et des interactions avec les personnes qui l'entourent. En particulier, dans un premier temps en tout cas, ses parents. Dès le plus jeune âge, un enfant commence à montrer des préférences pour certaines activités, objets ou relations. Eh bien, ces préférences ne sont pas anodines. Elles reflètent ce qui compte le plus pour lui à ce moment précis. Ce processus de hiérarchisation intrinsèque commence dès le plus jeune âge et continue de se développer tout au long de l'enfance avec des périodes particulièrement marquantes selon les tranches d'âge. Entre 0 et 2 ans, l'enfant pose les premières bases. Donc dès la naissance et jusqu'à environ 2 ans, l'enfant commence à montrer des préférences pour certaines personnes, objets ou activités. À cet âge, les valeurs ne sont pas encore évidemment structurées, mais des préférences émergent à travers les interactions avec les parents et les personnes qui s'occupent de lui. Par exemple, il peut déjà manifester une forte préférence pour un jouet spécifique ou être particulièrement attiré par certaines activités sensorielles. C'est la période où l'attachement dont on a parlé plus tôt se forme et où les premières bases de ce que l'enfant valorise se posent, essentiellement en réponse à ses besoins fondamentaux de sécurité et de confort. Puis, entre 2 et 6 ans, l'enfant commence à développer des goûts plus affirmés. C'est à ce moment que les premières valeurs basées sur ses préférences et expériences commencent à prendre forme. Il peut montrer un intérêt marqué pour, le dessin, les animaux, les jeux de construction par exemple. Et ces premières valeurs sont souvent influencées par son environnement immédiat et les activités auxquelles il a accès. À cet âge, les enfants imitent beaucoup les adultes et les autres enfants qui les entourent, ce qui peut également façonner leurs préférences. À nouveau, prenons un exemple très simple. Imagine que ton enfant est fasciné par les animaux. Il passe des heures à observer les oiseaux dans le jardin, à regarder des livres sur la faune et à jouer avec des figurines d'animaux. Eh bien, cette fascination indique que pour lui, la nature ou les animaux occupent une place importante dans sa hiérarchie de valeurs. Ce qui lui apporte de la joie, ce qu'il choisit de faire spontanément sans que tu aies à le pousser. Eh bien ça, c'est un indicateur de ses valeurs les plus élevées. Entre 6 et 12 ans, l'enfant commence à structurer davantage ses valeurs. C'est une période où il devient plus conscient de ses propres intérêts et commence à identifier ce qui est important pour lui. À cet âge, il est influencé par un cercle social qui s'est élargi. Les amis, l'école, les activités parascolaires. Il commence à comparer ses intérêts avec ceux des autres, ce qui peut renforcer ou ajuster ses propres valeurs. Si par exemple il est passionné par le sport, il pourrait commencer à investir beaucoup de temps et d'énergie dans cette activité, car elle correspond à ses valeurs les plus élevées. En tant que parent, il est essentiel de soutenir ces valeurs en offrant des opportunités pour qu'il puisse les explorer et les développer. La hiérarchie de valeurs d'un enfant est fluide et peut évoluer avec le temps, influencée par de nouvelles expériences, des changements dans l'environnement familial ou de nouveaux modèles de rôle. Par exemple, un enfant qui voit un parent passionné par la lecture peut développer un intérêt pour les livres simplement en voulant imiter ce parent. Mais, même dans ce cas, pour que la lecture devienne une valeur élevée, l'enfant doit trouver une signification personnelle dans cette activité. Peut-être aime-t-il les histoires d'aventure, les livres illustrés, ou les contes de fées, ou les livres sur les animaux. C'est cette connexion personnelle qui permet à l'activité de prendre une place plus importante dans sa hiérarchie de valeurs. Cette hiérarchie de valeurs se façonne également en fonction des réactions et des encouragements qu'il reçoit de ton côté. Si tu valorises et encourages son intérêt pour les animaux en lui offrant des livres,
en l'emmenant au zoo ou en l'encourageant à observer la nature, eh bien tu renforces cette valeur en lui. Mais il est important de noter aussi que ce processus fonctionne dans l'autre sens. Si par exemple tu l'encourages constamment à pratiquer un sport qu'il n'apprécie pas particulièrement, eh bien tu pourrais observer une résistance de sa part. Eh bien cela ne signifie pas qu'il n'est pas capable de développer d'autres intérêts, mais simplement que pour l'instant, ce sport ne correspond pas à ses valeurs les plus élevées. Et enfin, à partir de 12 ans et durant l'adolescence, la hiérarchie de valeurs devient plus stable et affirmée. L'enfant, désormais adolescent, commence à prendre des décisions plus autonomes basées sur ses valeurs personnelles. Il est de plus en plus influencé par ses pairs, la culture et les médias, mais ces valeurs fondamentales façonnées pendant l'enfance continuent de guider ses choix. Un petit truc que je te donne ici et qu'on développera sûrement un peu plus tard, pour naviguer le mieux possible sur cette douce période qu'est l'adolescence, c'est que comprendre les valeurs de ton enfant ou adolescent, c'est en réalité apprendre à parler son langage. Lorsque tu comprends ce qui est important pour lui, tu es en mesure de mieux communiquer, surtout lorsque tu essaies de lui transmettre quelque chose qui est important pour toi en tant que parent, comme, je sais pas, au hasard, les résultats scolaires ou la participation aux tâches ménagères. Par exemple, si ton adolescent valorise fortement l'indépendance et l'autonomie, tu pourrais lui parler de ses résultats scolaires en termes de l'impact que cela aura sur sa capacité à choisir son futur parcours, à accéder à l'université de son choix ou à mener la vie qu'il souhaite. De même, si la participation à la maison n'est pas sa priorité, mais qu'il valorise, les relations familiales ou le temps passé ensemble, eh bien tu pourrais lui montrer comment aider aux tâches ménagères peut renforcer les liens familiaux et libérer du temps pour des activités communes. Donc en alignant ta communication sur ces valeurs, tu crées un pont entre ce qui est important pour toi et ce qu'il est pour lui, facilitant ainsi la compréhension mutuelle et la collaboration. Cela renforce également la confiance de ton enfant puisqu'il se sent écouté et respecté dans ce qui lui tient à cœur. Il est également crucial de comprendre que la hiérarchie de valeurs de chaque enfant est unique. Contrairement à ce que l'on pensait autrefois, les enfants ne sont pas de simples ardoises blanches que les parents peuvent modeler à leur guise. Bien sûr, tu as une influence sur les valeurs de ton enfant et ce qui se passe dans sa vie a une influence sur les valeurs de ton enfant. Mais il est tout aussi vrai que ton enfant a ses propres préférences et priorités innées. Et en tant que parent, il est essentiel de reconnaître et de respecter cette hiérarchie de valeurs. Essayer d'imposer tes valeurs à ton enfant en espérant qu'il les adopte de la même manière peut être ultra frustrant pour toi et pour lui, voire même conflictuel. Et donc au lieu de ça, observe attentivement ce qui le motive naturellement, ce qui le rend heureux, ce qui capte son attention sans que tu aies besoin de le pousser. Ces indices te permettront d'identifier ses valeurs les plus élevées. Et par valeur, j'espère que tu l'as compris, on ne parle pas de liberté, égalité, fraternité, mais de ce que sa vie démontre, de ce qui lui donne de la joie, de là où il passe son temps, de ce qui est important pour lui en fait, et de ce qui fait son bonheur et son épanouissement. Bref, lorsque tu comprends ce qui est important pour ton enfant, tu peux adapter ton approche pour soutenir et nourrir ses valeurs. Par exemple, si tu sais que ton enfant est motivé par la créativité, trouve des moyens d'intégrer cette valeur dans son quotidien. Propose-lui des activités artistiques, encourage-le à exprimer ses idées à table, lors de débats, je sais pas, ou devant un film, à travers le dessin ou la musique, ou laisse-le explorer différentes formes d'expression créative. En alignant tes attentes et tes encouragements avec ses valeurs personnelles, eh bien tu l'aides à développer une confiance profonde en lui-même. Et cette confiance nourrie par la reconnaissance et le soutien de ses valeurs devient le socle sur lequel il pourra développer sa résilience. Lorsqu'un enfant se sent compris et soutenu dans ce qui lui importe vraiment, il est plus apte à faire face aux défis car il sait qu'il peut s'appuyer sur ses forces et ses passions pour surmonter les obstacles. Et donc, après avoir exploré justement comment se façonne la hiérarchie de valeurs chez l'enfant et son importance dans le développement de la confiance, il est temps de voir comment ces valeurs peuvent aussi jouer un rôle crucial dans le développement de sa résilience. On va donc plonger maintenant dans la manière dont les défis et les difficultés peuvent être une opportunité pour renforcer cette résilience, toujours en gardant en tête les valeurs spécifiques de ton enfant. Donc, après avoir exploré la manière dont la confiance et les valeurs se forment chez l'enfant, il est temps de voir comment ces mêmes éléments peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de la résilience. La résilience, pour petit rappel, c'est cette capacité à retrouver un point d'équilibre après un choc important.
C'est cette capacité à rebondir face aux difficultés, à surmonter les obstacles avec courage et détermination. Elle se construit donc progressivement et les défis que ton enfant rencontre en cours de route sont des opportunités essentielles pour renforcer cette qualité chez lui. La résilience commence à se développer dès les premières expériences de frustration, souvent autour de 6 mois à 2 ans. À cet âge, les enfants font face à des défis qui peuvent sembler si petits pour nous, mais qui sont énormes pour eux. Par exemple, lorsqu'un bébé essaie de ramper pour attraper un jouet hors de sa portée, il est confronté à une frustration qui est énorme. Et s'il persévère et parvient à l'atteindre, eh bien il ressort une forme de satisfaction et de renforcement de sa résilience. C'est ici que ton rôle en tant que parent ou qu'adulte entourant un enfant, tu l'as compris, est crucial. Résister à l'envie d'intervenir immédiatement lorsqu'il rencontre une difficulté, je sais que ça peut être ultra difficile, mais c'est cette petite lutte qui l'aide à construire sa résilience. Bien sûr, tu dois être là pour le soutenir, l'encourager et l'apaiser si la frustration devient trop intense, mais le laisser expérimenter et surmonter de petites frustrations par lui-même est une étape vraiment super importante dans le développement de sa capacité à rebondir. Ensuite, entre 2 et 6 ans, le jeu devient un terrain d'entraînement majeur pour sa résilience. Comme on l'a vu, le jeu est le langage de l'enfant. C'est à travers le jeu qu'il expérimente, qu'il apprend et teste ses limites. Lorsque ton enfant construit une tour en bloc et qu'elle s'effondre, il vit une petite déception. Pourtant, je pense que tu as pu l'observer, il va très souvent recommencer, parfois avec un sourire déterminé jusqu'à réussir. Eh bien, cette répétition, cette persévérance dans le jeu est une manière naturelle de développer la résilience. Et pendant cette période, il est également crucial de valoriser l'effort plus que le résultat, comme on le disait tout à l'heure. Si ton enfant essaie de résoudre un puzzle complexe et il n'y parvient pas tout de suite, encourage-le en soulignant son effort avec des phrases du type « Waouh, tu as vraiment bien travaillé pour essayer de placer toutes les pièces. Est-ce que tu as envie de réessayer maintenant ou est-ce que tu veux faire une pause pour y revenir plus tard ?» Eh bien, en valorisant le processus plutôt que le résultat, tu l'aides à comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage et que chaque défi surmonté, même partiellement, renforce sa résilience. Et la notion de l'inviter à y revenir plus tard est vraiment super importante parce qu'un échec peut être surmonté dans le temps, en fait. Il n'est pas obligé de réussir, de recommencer tout de suite. Il peut y revenir avec confiance, avec persévérance et finir par y arriver. Lorsque ton enfant ensuite entre à l'école, donc entre 6 et 12 ans, les défis deviennent plus complexes. L'école est un environnement riche en opportunités pour développer la résilience, que ce soit à travers les devoirs, les relations avec les camarades de classe ou la participation à des activités sportives ou artistiques. Chaque défi peut être une occasion d'apprendre à gérer les échecs, à persévérer et à trouver des solutions. C'est ici que la compréhension des valeurs de ton enfant prend tout son sens. Si par exemple, ton enfant valorise fortement les relations sociales, eh bien, un conflit avec un ami peut être particulièrement déstabilisant pour lui. Ton rôle ici sera alors de l'aider à naviguer à travers cette situation en l'encourageant à exprimer ses sentiments ou à chercher une solution et à comprendre que des conflits peuvent être résolus tout en préservant l'amitié. De la même manière, si ton enfant valorise beaucoup la réussite scolaire, mais rencontre des difficultés dans une matière, il pourrait se décourager facilement et commencer à entamer son estime de lui-même. Eh bien, plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats, encourage-le à voir chaque échec comme une étape vers l'amélioration. Dis-lui, par exemple, je sais que tu as travaillé dur pour cet examen et je te félicite pour ça, et même si le résultat n'est pas ce que tu espérais, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Est-ce que tu as envie qu'on passe un moment ensemble pour comprendre comment est-ce que tu peux mieux aborder cette matière ? Et avec des conversations de ce type, en l'aidant à se focaliser sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le but et le résultat, eh bien tu lui montres que la résilience n'est pas une question de perfection, mais de progression continue. Et enfin, à partir de 12 ans et au-delà, eh bien ton enfant entre dans l'adolescence, une période où les défis deviennent plus internes et émotionnels. Les pressions sociales, les premières relations amoureuses et les choix scolaires commencent à peser davantage sur lui. C'est ici que la résilience émotionnelle devient essentielle. À ce stade, il est particulièrement important de comprendre et de respecter les valeurs de ton adolescent. Comme on l'a abordé précédemment, parler son langage en fonction de ses valeurs peut grandement faciliter la communication avec lui et l'aider à surmonter les défis.
Par exemple, si ton adolescent accorde une grande importance à l'autonomie, il pourrait voir un échec scolaire comme une atteinte à sa capacité de se gérer tout seul. En discutant avec lui de l'impact de cet échec sur ses objectifs personnels, tout en l'encourageant à voir comment il peut rebondir et s'améliorer, eh bien tu l'aides à renforcer cette résilience. Les ados ont également besoin de comprendre que les émotions font partie intégrante du processus de croissance. S'ils traversent une période difficile, qu'il s'agisse de stress scolaire, de conflits avec des amis ou de déception amoureuse, ton soutien inconditionnel est crucial. Reconnais ses émotions. Montre-lui que ce qu'il ressent est valide, même si toi, tu n'aurais pas réagi comme ça dans cette situation. Et aide-le à voir comment ces expériences, même douloureuses, peuvent contribuer à sa croissance personnelle. Par exemple, tu pourrais dire quelque chose du type « Je vois que tu te sens vraiment déçu par cette situation, et c'est normal, mais je sais que tu es capable de trouver une solution ou au moins d'en tirer des leçons pour l'avenir. » Et c'est en ayant donc cette qualité de présence auprès de ton adolescent, donc riche de la connaissance de sa hiérarchie de valeurs, des tiennes, et de cette capacité à faire des ponts entre les deux, que tu vas pouvoir l'aider à asseoir sa résilience dans sa vie. En bref, quelle que soit la tranche d'âge, il est essentiel de voir les défis que rencontre ton enfant non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. En encourageant ton enfant ou ton adolescent à voir chaque difficulté comme une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur lui-même et sur le monde qui l'entoure, tu l'aides à développer une résilience qui lui sera précieuse tout au long de sa vie. En résumé, la résilience se cultive au quotidien, à travers les petites et grandes épreuves que ton enfant traverse. En comprenant et en respectant ses valeurs, en lui offrant un soutien adapté et en l'encourageant à persévérer face aux défis, tu contribues à forger un être capable de rebondir, de grandir et de s'épanouir même dans les moments les plus difficiles. Et j'ai envie de faire une toute petite parenthèse ici, je ne l'ai pas tellement évoqué. N'oublie pas l'importance de l'imitation, même quand l'enfant est ado. Tu restes une figure d'autorité et tu fais office d'exemple pour ton enfant ou ton adolescent. Donc, si tu as envie de lui enseigner quelque chose, mais que c'est très loin de ton comportement quotidien, il peut y avoir en fait un conflit ici et une incapacité de ton adolescent à intégrer ce que tu as envie de lui transmettre. Donc sois attentif aussi à ce que ta relation avec ton enfant te renvoie te concernant. Je pense que je vais développer un petit peu plus ça après. Je trouve que c'est trop important. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant que nous avons vu comment la résilience peut être cultivée à travers les défis, il est temps de conclure notre exploration et de réfléchir à la manière dont tu peux intégrer tout ça dans ta vie quotidienne pour soutenir au mieux ton enfant dans son développement personnel. Donc, après avoir exploré comment la confiance, les valeurs et la résilience se développent chez l'enfant, il est temps, je crois, de s'intéresser à un aspect fondamental qui relie tous ces éléments, c'est la communication. Une communication efficace et respectueuse est la clé pour renforcer la confiance et la résilience de ton enfant, en particulier lorsqu'il traverse des moments difficiles ou que tu souhaites lui transmettre des valeurs importantes. La communication, c'est bien plus que les mots que tu utilises. C'est aussi le ton, l'attitude, le respect que tu mets dans chaque échange. Pour un enfant, se sentir écouté, compris et respecté est essentiel à son développement. C'est à travers cette relation de communication que ton enfant apprend à exprimer ses propres besoins, à comprendre ceux des autres et à se sentir en sécurité pour explorer le monde. On a déjà parlé de l'importance de comprendre les valeurs de ton enfant et cela joue un rôle crucial dans la manière dont tu communiques avec lui. En utilisant un langage qui résonne avec ses valeurs, tu lui montres que tu le comprends vraiment, ce qui renforce, encore une fois, sa confiance à la fois en lui et en toi. Reprenons notre tranche d'âge. Entre 0 et 2 ans ont lieu les tout premiers échanges. Dès la naissance, la communication est présente, même si elle est principalement non verbale. Les sourires, les câlins, les regards, tout ça fait partie des premiers échanges avec ton enfant. C'est aussi à travers ces interactions que ton enfant commence à comprendre le monde et à se sentir en sécurité. Lorsque tu réponds à ses pleurs avec douceur, que tu l'encourages avec un sourire ou que tu l'apaises par des mots doux ou un regard tendre, tu poses les bases d'une communication basée sur la confiance. À cet âge, il est
Aussi, super important de nommer les émotions que tu observes chez ton enfant. Par exemple, si ton bébé pleure parce qu'il est frustré de ne pas pouvoir attraper un objet, eh bien tu peux lui dire: Ah, je vois que tu es frustré, c'est difficile, n'est-ce pas? Allez, vas-y, continue, tu vas y arriver. Même si ton enfant ne comprend pas encore tous les mots, il ressentira la reconnaissance de son émotion et la validation de son ressenti, ce qui est crucial pour son développement émotionnel. Entre 2 et 6 ans, ton enfant développe son vocabulaire et commence à comprendre les nuances des émotions. C'est une période où il est important de l'encourager à exprimer ce qu'il ressent, que ce soit par des mots, des dessins, le jeu ou même des signes. Tu peux mettre en place un langage signé avec ton enfant qui d'ailleurs est beaucoup plus compréhensible pour lui que le langage dans un premier temps. Les enfants sont capables d'utiliser les signes, de communiquer réellement avec toi par le signe avant de développer le langage. Donc c'est une option vraiment super intéressante. Bref, c'est une petite parenthèse. Par exemple, si ton enfant est contrarié parce qu'il n'a pas pu gagner à un jeu, eh bien plutôt que de simplement dire ah c'est pas grave, eh bien tu peux lui dire quelque chose qui ressemble à je vois que tu es déçu de ne pas avoir gagné et c'est normal de se sentir comme ça. Est-ce que tu veux en parler ou qu'on essaie à nouveau un peu plus tard? Et cette approche, elle montre que tu respectes ses sentiments et que tu es là pour l'écouter, ce qui renforce sa confiance en ses capacités à gérer ses émotions. La communication à cet âge doit aussi être ludique. Comme on l'a vu, le jeu est central dans la vie de l'enfant, donc utiliser le jeu pour aborder des sujets sérieux peut aider ton enfant à mieux comprendre et à s'ouvrir. Par exemple, si tu veux lui parler de l'importance de partager, tu peux le faire en jouant à un jeu où les personnages doivent partager des ressources pour pouvoir gagner. Cela rendrait en fait l'apprentissage bien plus naturel et plus agréable aussi pour lui. Entre 6 et 12 ans, ton enfant commence à faire face à des défis plus complexes, notamment à l'école. Il est donc crucial de renforcer sa confiance en sa capacité à résoudre les problèmes par lui-même, tout en sachant que tu es bien sûr là pour le soutenir. Lorsque ton enfant te parle d'un problème qu'il rencontre, comme un conflit avec un camarade ou une difficulté scolaire, plutôt que de lui donner immédiatement la solution, essaie de l'encourager à réfléchir par lui-même. Tu pourrais dire quelque chose qui ressemble à quelles sont les options que tu vois pour résoudre ce problème. Qu'est-ce que tu pourrais essayer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et en faisant ça, en l'aidant à analyser la situation et à envisager différentes solutions, tu renforces sa résilience et sa confiance en sa propre capacité à gérer les défis. C'est également le moment où ton enfant commence à poser des questions plus profondes sur le monde qui l'entoure. Eh bien, profite de ces moments pour discuter ouvertement de sujets qui lui tiennent à cœur en respectant toujours ses valeurs et ses opinions. Par exemple, si ton enfant est préoccupé par l'environnement, eh bien, encourage ses réflexions en disant quelque chose du type, encore une fois, c'est super que tu te soucies de la planète, que pourrais-tu faire pour aider à la protéger? Eh bien, en valorisant ainsi ses préoccupations et en le guidant dans sa réflexion, tu l'aides à développer une conscience plus large de son rôle dans le monde, tout en renforçant sa résilience face aux défis globaux. À l'adolescence, je pense que tu en es témoin si tu en es là avec tes enfants, la communication peut devenir un petit peu plus délicate. Ton adolescent cherche à affirmer son indépendance et il est normal qu'il teste les limites. Tes limites. C'est ici que la manière dont tu communiques avec lui devient absolument cruciale pour maintenir une relation de confiance et de respect mutuel. Comme on l'a mentionné plus tôt, comprendre les valeurs de ton adolescent est essentiel ici pour pouvoir lui parler de manière efficace, de manière à ce qu'il entende. Si tu veux discuter d'un sujet sensible comme les résultats scolaires ou les responsabilités à la maison, essaie de le faire en utilisant des arguments qui résonnent avec ses valeurs. Par exemple, s'il accorde de l'importance à l'autonomie, tu pourrais dire quelque chose du type « Je sais que tu tiens à ton indépendance et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de soutenir, mais pour pouvoir faire tes propres choix, il est important que tu aies de bonnes bases, comme de bons résultats scolaires qui t'ouvriront plus de portes à l'avenir. » Bref, tout ça pour dire, communique en fonction de ce qui est important pour lui. Plus tu mets en parallèle ce que tu veux lui transmettre avec ce qui est important pour lui, plus tu as de chances qu'il l'intègre facilement. À cet âge, il est aussi important de reconnaître et de respecter les émotions de ton adolescent, même si elles te semblent parfois complètement exagérées ou incompréhensibles. Si ton adolescent est en colère parce qu'il se sent mal compris,
plutôt que de lui dire de se calmer ou que de lui dire que mais si je t'écoute, regarde, gna 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 gna, bien tu pourrais aller dans une communication qui serait plutôt du genre je vois que tu es vraiment en colère, peux-tu m'aider à comprendre ce qui te dérange vraiment? Et en l'invitant ainsi à s'exprimer, tu ouvres un espace de dialogue où il se sent respecté. Ce qui est essentiel en fait pour maintenir une communication ouverte et constructive avec un adolescent. Garde à l'esprit que une communication efficace, c'est pas seulement un moyen de transmettre des informations, c'est aussi un outil puissant pour renforcer la confiance et la résilience. Chaque fois que tu encourages ton enfant à exprimer ses sentiments, à réfléchir à des solutions ou à comprendre les conséquences de ses actions, tu l'aides à développer des compétences essentielles pour faire face aux défis de la vie. Et lorsque ton enfant ou ton adolescent se sent entendu et compris, il est plus enclin à affronter les difficultés avec confiance parce qu'il sait qu'il a un soutien solide derrière lui. Il a son soutien à lui et il a toujours et encore le soutien de son entourage. Il apprend également à voir la communication comme un moyen de résoudre les conflits, de gérer le stress et de renforcer ses relations. Aujourd'hui, c'est un sujet qui fait débat, mais une personne qui fait usage de la violence est une personne qui peine à communiquer, à exprimer ce qu'il ressent. Donc si tu vois une forme d'agressivité, de violence émerger de ton adolescent, aie à l'esprit qu'il n'est pas là pour t'en mettre une, qu'il n'a pas envie juste de te rentrer dedans, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Et là, c'est ton rôle à toi en tant qu'adulte de le guider pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent autrement que par des gestes de violence par exemple. Bien, tout au long de cet épisode, donc, nous avons vu comment la confiance, les valeurs, la résilience et la communication s'entrelacent pour soutenir le développement de ton enfant, en comprenant et en respectant les valeurs de ton enfant, en l'aidant à surmonter les défis avec résilience et en maintenant une communication ouverte et respectueuse, tu crées un environnement où il peut s'épanouir pleinement. La communication, comme on l'a vu, est le fil conducteur qui relie tous ces éléments. Elle permet de nourrir la confiance, de renforcer les valeurs et de développer la résilience. En choisissant tes mots avec soin, en écoutant activement et en respectant les émotions de ton enfant, tu l'aides à grandir en confiance, en sécurité et en capacité de faire face aux défis de la vie. Donc, mon invitation à ce moment, c'est de prendre le temps, chaque jour, de parler, d'écouter et de partager avec ton enfant. C'est à travers ces échanges que tu construis non seulement une relation durable avec lui, mais aussi les bases solides qui l'aideront à devenir un adulte confiant, résilient et épanoui. Il nous reste cependant une chose à voir, car je trouve que ça manque un petit peu de slow coaching. Tu vois, là on est dans quelque chose de très concret, et j'ai envie de te proposer un pont avec toute la philosophie que je te propose dans les autres épisodes. Puisque tu pourrais me dire, à très juste titre, mais Marie, t'es pas coach parental, alors qu'est-ce que tout cela a à faire avec le slow coaching et l'unité? Eh bien, puisque tu en parles, créons des opportunités pour la confiance, la résilience et l'unité. Nous avons exploré ensemble comment la confiance, les valeurs, la résilience et la communication s'entrelacent pour soutenir le développement de ton enfant. Maintenant, il est temps de conclure ce voyage en réfléchissant à la manière dont ces éléments peuvent être intégrés de manière holistique dans ta vie quotidienne, non seulement pour ton enfant, toujours, mais également pour toi-même. C'est ici que le slow coaching et son invitation à marcher la voie de l'unité entrent en jeu. Le slow coaching, c'est l'art de ralentir pour mieux avancer. Dans un monde qui va à toute vitesse, cette approche t'invite à prendre le temps de te connecter à toi-même, à tes valeurs et à celles de ton enfant. Donc, en ralentissant, tu peux observer avec plus de clarté ce qui se passe en toi et autour de toi, ce qui te permet de créer des opportunités authentiques pour renforcer la confiance et la résilience, non seulement chez ton enfant, mais aussi en toi-même. Créer des opportunités pour la croissance de ton enfant ne signifie pas remplir chaque minute de son temps avec des activités organisées ou des objectifs à atteindre. C'est, au contraire même, lui offrir l'espace et le temps nécessaire pour explorer, réfléchir et se développer à son propre rythme. Cela peut être aussi simple que de passer du temps ensemble à faire une activité qui lui tient à cœur ou de lui permettre de résoudre un problème par lui-même sans intervenir constamment ou immédiatement. Le slow coaching, donc, t'encourage à valoriser ces moments de calme et de réflexion, à les considérer comme essentiels au développement personnel de ton enfant.
C'est dans ces moments de pause, d'observation et de présence consciente que se forment les plus grandes opportunités de croissance. En adoptant cette approche, tu montres à ton enfant que la vie n'est pas une course à la performance, mais un chemin d'exploration et d'apprentissage continu. La voie de l'unité, quant à elle, c'est l'idée que tout est interconnecté, que chaque expérience, chaque émotion et chaque interaction fait partie d'un tout plus grand. Dans cette perspective, l'unité est synonyme de l'essence de la vie, ou de tout le vocabulaire que tu as envie de mettre là-dessus. Ça peut être l'univers, ça peut être la vie, ça peut être la joie, ça peut être la paix, ça peut être le calme, ça peut être la présence, ça peut être l'ancrage, ça peut être Gaïa, ça peut être Dieu aussi, même si c'est un terme qui aujourd'hui est beaucoup trop connecté à mon goût. Mais tu y mets encore une fois le vocabulaire que tu veux. Moi, pour faciliter ma diction dans cet épisode et la fluidité de mes idées, je vais rester sur la notion soit d'unité, soit d'essence de la vie, mais ça veut dire exactement la même chose que tous les synonymes que je t'ai donnés et que tous ceux que tu peux avoir en tête. Tout ça pour dire que l'unité, donc, étant synonyme de l'essence de la vie, elle consiste à reconnaître que chaque être, chaque événement et chaque moment est une expression de cette essence unique qui nous relie tous. En tant que parent, intégrer cette perspective signifie voir chaque interaction avec ton enfant comme une opportunité de te connecter à cette essence de la vie, de voir au-delà des apparences superficielles pour toucher l'essence de ce qui est vraiment important. Cela implique de reconnaître que ce que tu fais pour toi-même a un impact direct sur ton enfant et que ce que tu fais pour ton enfant nourrit également ton propre chemin de vie. Et vice-versa. Ça veut dire que la même chose est vraie du côté de ton enfant. Prenons un exemple concret. Si tu fais face à un défi dans ta vie, peut-être une période de stress, de séparation ou de doute, tu as l'opportunité de montrer à ton enfant comment on peut aborder ces moments avec résilience, tout en restant connecté à l'essence de la vie. En partageant avec lui tes propres stratégies pour gérer le stress, comme je sais pas, la méditation, la respiration consciente ou l'EFT, ou le simple fait de prendre un moment pour te recentrer ou marcher dans la nature, tu lui enseignes non seulement une technique, mais tu lui montres aussi qu'il est possible de rester aligné avec soi-même, avec l'essence de la vie, même dans les moments de tension. Eh bien, ça c'est super important parce que ça crée un lien profond entre vos expériences respectives, renforçant l'idée d'unité entre vous et aussi avec le tout. Donc en suivant la voie de l'unité, tu commences à voir que les défis auxquels ton enfant fait face sont aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, des reflets de tes propres défis. Peut-être que les frustrations de ton enfant face à un échec scolaire résonnent avec ta propre peur de l'échec. Et en reconnaissant ces parallèles, tu peux aborder ces situations avec plus de compassion, de compréhension et d'empathie, tant pour toi-même que pour ton enfant, puisque du coup tu sais ce qu'il traverse véritablement. Et ça t'aide à créer un environnement où chacun peut grandir ensemble, en s'aidant mutuellement à surmonter les obstacles. Pour ancrer éventuellement, si tu en as envie, cette approche dans ton quotidien, je te propose simplement de créer des rituels de connexion, non seulement avec ton enfant, mais également avec toi-même, mais aussi avec l'unité, l'essence de la vie, la présence, le soi. Ces rituels peuvent être très simples, il n'y a pas besoin de poser des choses compliquées ou de mettre des rituels, des routines à rallonge. Ça peut être aussi simple et aussi délicieux qu'un partager un moment de gratitude ensemble chaque soir. Ou ensemble vous remercier pour les petites et les grandes choses de la journée. Ou plus structuré comme une activité hebdomadaire où vous explorez ensemble un aspect de la spiritualité ou de la nature en fonction de ce qui est important pour vous. Ces moments partagés renforcent l'union, l'unité entre toi, ton enfant et l'essence de la vie. Ils lui montrent que la confiance, la résilience et les valeurs ne sont pas des concepts abstraits ou de la théorie de dev perso à la noix, mais des expressions concrètes de cette essence dans votre vie quotidienne. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour méditer ensemble ou simplement pour être en silence et sentir la présence de l'autre ou de l'essence de la vie en l'autre et donc en vous peut être un moyen puissant de nourrir cette connexion. Un autre rituel, une idée qui me vient là, pourrait être de marcher ensemble dans la nature, en silence, en écoutant simplement les sons environnants et en ressentant la présence de l'essence de la vie dans chaque arbre, chaque souffle de vent, chaque rayon de soleil. Ça pourrait permettre à ton enfant de sentir qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste, qu'il est relié à tout ce qui l'entoure, qu'il a donc sa place
dans ce monde et que cette connexion est une source de force et de paix intérieure qui peut le soutenir face à l'adversité. Enfin, il est à mon sens crucial de comprendre que la voie de l'unité commence par soi-même. En tant que parent, prendre soin de ton propre bien-être est essentiel pour pouvoir soutenir ton enfant de manière authentique dans l'apprentissage de prendre soin du sien. Le slow coaching ici t'encourage à explorer tes propres valeurs, à reconnaître tes besoins et à t'accorder le temps nécessaire pour te ressourcer. Ce n'est qu'en étant bien aligné avec toi-même et avec la présence, l'essence de la vie, que tu pourras véritablement incarner les qualités de confiance et de résilience que tu souhaites transmettre à ton enfant. Lorsque tu prends soin de toi, que tu t'accordes des moments de pause et de réflexion pour te reconnecter à la vie, tu montres à ton enfant l'importance de l'équilibre, de l'équanimité dans la vie. Tu deviens un modèle de ce que signifie vivre en accord avec soi, avec ses valeurs, avec ses besoins et avec l'essence de la vie. Cette unité avec toi-même crée un cercle vertueux où ton bien-être renforce celui de ton enfant et où son épanouissement renforce le tien. Donc on revient ici, c'est ma petite parenthèse sur la notion d'imitation. Un enfant n'écoute pas ce qu'on lui dit, il répète ce que l'on fait. Tout ça pour dire que en intégrant les principes du slow coaching et de l'unité dans ta vie quotidienne, tu crées un environnement où la confiance, la résilience et les valeurs de ton enfant peuvent s'épanouir pleinement. C'est un chemin qui demande évidemment patience, observation et présence, mais qui mène à une vie plus douce, plus équilibrée et plus harmonieuse pour toi comme pour ton enfant. Souviens-toi que chaque petite action que tu entreprends, chaque mot que tu choisis avec soin, chaque moment de pause que tu t'accordes contribue à renforcer cette unité. Ensemble, vous apprenez, vous grandissez et vous explorez ce chemin de vie un pas après l'autre, en étant pleinement présents l'un pour l'autre et en étant conscient que vous faites partie d'un tout plus vaste. Petit disclaimer ici, ce chemin, ce voyage vers l'unité, c'est pas un objectif final à atteindre. C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre et c'est une manière d'aimer. En adoptant cette perspective, tu t'ouvres à une relation avec ton enfant qui est à la fois profonde, significative et véritablement transformative. En marchant sur ce chemin ensemble, tu l'aides à devenir un être confiant, résilient et profondément connecté à lui-même, à toi et à la vie. Et donc voilà, nous avons parcouru un sacré long chemin dans cet épisode en explorant ensemble les fondements de la confiance et de la résilience chez les enfants, chez ton enfant. Nous avons vu comment la confiance se construit dès les premiers jours de la vie à travers l'attachement sécurisant, les petites victoires du quotidien et la validation des émotions. On a ensuite découvert le rôle central des valeurs dans la construction de l'identité et comment le respect de celle-ci favorise l'épanouissement de ton enfant. Nous avons aussi plongé dans le développement de la résilience, cette capacité à rebondir face à l'adversité et comment les défis que ton enfant rencontre, petits ou grands, sont en réalité des opportunités pour renforcer cette qualité essentielle. Chaque étape du chemin fait partie du chemin, qu'il s'agisse du jeu, des épreuves scolaires ou des tensions émotionnelles. Tout ça est une occasion d'apprendre et de grandir. Et tout au long de ce parcours, nous avons découvert que la communication est le fil conducteur qui relie tous ces concepts. En écoutant activement ton enfant, en respectant ses valeurs et en lui offrant un espace où il peut s'exprimer librement, tu crées un environnement propice à son épanouissement. Mais ce chemin vers la confiance et la résilience ne se limite pas à des concepts éducatifs. C'est ici que le slow coaching et la voie de l'unité entrent en jeu. Ces deux notions te rappellent que dans ce monde qui bouge si vite, l'essentiel se trouve parfois dans les moments de pause, dans les instants où l'on se reconnecte à soi-même et à ce qui nous entoure. Le slow coaching t'invite à ralentir, à observer, à écouter avec intention, que ce soit dans tes échanges avec ton enfant ou dans ta propre vie. En prenant le temps de savourer chaque moment, tu permets à ton enfant de grandir à son propre rythme tout en te reconnectant à toi-même. La voie de l'unité te rappelle que tu fais partie d'un tout plus grand, que chaque interaction, chaque défi, chaque succès est une expression de cette connexion avec l'essence de la vie. En adoptant cette perspective, tu t'ouvres à une vie plus harmonieuse où la confiance, la résilience et les valeurs sont les expressions naturelles de cette unité. En intégrant donc ces notions dans ta vie quotidienne, tu crées un environnement où
ton enfant peut s'épanouir pleinement tout en te reconnectant à ta propre essence. Merci donc de m'avoir accompagné tout au long de cet épisode et je t'encourage vivement à continuer d'explorer cette voie pour toi et pour ton enfant. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.